Voilà. Merci pour votre présence pour cet après-midi. Donc, nous continuons sur notre thématique médias et humanitaire des relations ambiguës. Je fais une brève introduction pour essayer de faire le lien avec ce qui s'est dit ce matin. Donc, à propos de cette relation ambiguë, je n'aurais pas impliqué la JM dans une journée qui consistait à parler des dérives des médias, parce que d'une part, c'est se concentrer sur une part limitée de la production médiatique, d'autre part, aborder les problématiques à travers les dérives, c'est postuler qu'il ne peut y avoir qu'erreur. Donc, l'idée, c'était de travailler sur les évolutions de ce rapport entre médias et humanitaires, ce qui est bien apparu à travers la présentation de Nago Humbert. On a changé, on a évolué, les journalistes ont été rejoints par des communicants dans ces configurations-là. Travailler aussi sur les croisements, comment est-ce que les journalistes, les humanitaires, leurs communicants, les communicants des pays dans lesquels les crises surviennent interagissent, comment ils se battent éventuellement entre eux pour l'accès à l'espace public et à la parole publique. Et puis, on en est venu aussi ce matin à discuter sur ce qui doit ou ne doit pas être dans ce contexte-là et sur la possibilité ou non de réguler tout ça. Donc, je tenais à le préciser, je vais parsemer ma très brève présentation de dessin que nous fait une dessinatrice française. L'idée, c'est vraiment, dans la mesure du possible, au sortir de cette journée, d'avoir fait fonctionner l'intelligence collective, puisque nous venons d'horizons très différents, pour mieux comprendre et si possible mieux gérer, en tout cas du point de vue qui est le nôtre, cette relation qui est ambiguë. Alors, la question de l'accès à la visibilité à travers les médias dans les crises internationales, on l'a dit ce matin, il est très divers. Notre perspective, elle est quand même ancrée dans une perspective occidentale démocratique de médias qui fonctionnent au service de l'intérêt public. Dans ces contextes-là, les journalistes, d'un côté, les communicants et communicantes d'intérêt général de l'autre, travaillent les uns au service de l'intérêt public, avec comme mission d'informer. C'est la mission que leur reconnaît, par exemple, la Constitution suisse. Informer et permettre aux personnes qui reçoivent l'information de s'orienter à tous les niveaux de leur vie. Et puis les communicants et les communicantes d'intérêt général, mais de manière beaucoup moins formalisée, répondent aussi à un certain nombre de valeurs. Si du côté des journalistes, il y a des codes de déontologie et des moyens de les faire respecter, ou en tout cas de les faire discuter, ça n'est pas le cas du côté de la communication ni de la communication d'intérêt général. D'abord parce qu'elle est neuve, ensuite parce que c'est un groupe professionnel beaucoup moins facile à identifier, enfin parce qu'on a longtemps dépendu de la communication commerciale dans ces domaines-là et que cette communication-là a bien d'autres priorités. Mais ce qui est important, et on l'a dit ce matin, dans ces contextes-là, c'est que les communicants d'intérêt général, ils doivent faire savoir ou faire connaître ce que fait Médecins sans frontières, Médecins du monde, le CICR et ainsi de suite. Mais, comme M. Carbonnier, Nago et d'autres le savent, ils doivent aussi faire connaître l'institution, rappeler aux personnes à qui elle s'adresse pourquoi elle est là, à quoi elle sert, lui expliquer ce qu'elle entend faire. Elle doit aussi, dans sa communication, attirer des fonds. Et j'en oublie sans doute, donc c'est une communication qui a plusieurs publics, plusieurs objectifs et plusieurs finalités. Donc ça me paraissait simplement utile de le rappeler. Par ailleurs, et on l'a beaucoup dit, l'ensemble de ces acteurs-là fonctionnent dans un champ d'interdépendance, donc il serait tout à fait faux de considérer que les journalistes, par leur seule volonté, peuvent décider que ça va être comme ça et pas autrement, décider de couvrir ceci et pas cela, décider d'avoir accès à telle source ou telle autre. Le champ d'interdépendance dans lequel se débattent les journalistes, mais aussi les communicants, est un champ dans lequel se confrontent certains pouvoirs, les pouvoirs des pays dans lesquels la couverture humanitaire s'effectue, les publics et les attentes de ces différents publics, des sources qui sont ou non accessibles, qui sont professionnels ou non professionnels, et entre eux, les journalistes et les communicants vont assez régulièrement se confronter et ne pas avoir les mêmes objectifs, ce qui est relativement sain, et la confrontation, jusqu'à un certain point, est relativement normale et souhaitable. Alors j'en reviens très rapidement pour terminer sur quelques notions qui ont été évoquées ce matin. Je suis intervenue pour dire les médias, quand on parle des médias, ça n'a aucun sens.
On doit se rappeler qu'il s'agit d'une mosaïque complexe, que certains des médias qu'on a évoqués ce matin ne fonctionnent pas selon les principes démocratiques que j'ai évoqués, donc on doit les traiter à part de ceux qui nous concernent et qui nous rapportent à nous des informations dans ce contexte-là. Ils exercent dans un contexte d'exercice qui est extrêmement complexe, je viens de le décrire, mais alors en plus, quand on est dans un contexte de crise humanitaire, la complexité explose, ce qui fait que je ne suis pas sûre d'être tout à fait d'accord pour dire qu'ils ne doivent pas avoir une forme de spécialisation et de formation ad hoc, parce que couvrir quelque chose qu'on ne connaît pas, ou y arriver, Anne-Fred le dira, alors qu'on ne sait pas comment ça se passe, ça peut être non seulement très dangereux pour soi-même, mais aussi très dommageable à la qualité de l'information qu'on va transmettre. De même pour les communicants d'intérêt général qui vont se plonger dans ce contexte-là. Par ailleurs, les conditions d'exercice des journalistes et des communicants sont en croissante complexité. Il y a de plus en plus d'éléments, de plus en plus de professionnels en face qui sont formés pour demander aux journalistes de faire les choses de telle manière ou de telle autre. La sécurité des journalistes, en l'occurrence, est de plus en plus problématique. Toutes les études internationales sur le sujet nous le montrent. On risque aussi sa vie dans ce genre de contexte d'exercice, et pas seulement les humanitaires, aussi les journalistes. Et Gaza ou l'Ukraine en sont la triste illustration ces derniers mois et ces dernières années, mais pas seulement. Et puis, du côté des journalistes, on a ce qu'on appelle des valeurs contrôlées, les trois grandes valeurs occidentales des codes de déontologie, que sont la recherche de la vérité, l'indépendance et le respect des personnes. Vous remarquerez qu'on a beaucoup parlé d'objectivité ce matin. Il se trouve, si vous lisez la Déclaration des devoirs et des droits suisse, que le terme d'objectivité n'y apparaît pas. La tâche des journalistes, ça n'est pas l'objectivité, c'est la recherche de la vérité. Alors on peut beaucoup discuter sur l'objectivité, mais en l'occurrence, elle n'est pas un devoir des journalistes. Le devoir des journalistes, c'est la recherche de la vérité. Et avec tout ce qu'on a dit chez Florence Hartmann, chez Valérie Gorin ce matin, ça vaut la peine de s'en souvenir de ces valeurs-là. Je vous invite, on n'a pas le temps de le faire, et ce n'est pas l'objectif ici, à jeter un coup d'œil par exemple à ce format produit par Artré, du bon journaliste qui touche aux crises humanitaires dans le dessous des cartes sur la liberté de la presse dans le monde et la manière dont elle se développe, sachant que, en tout cas en ce qui concerne les journalistes, il y a des systèmes à la fois pour contrôler les valeurs qui sont appliquées et pour ensuite demander aux journalistes d'en rendre compte si les choses ne se sont pas passées conformément à ces valeurs. Au niveau des communicats d'intérêt général, on en a un peu parlé ce matin, on n'en a pas dit beaucoup de bien, on a eu un peu l'impression que c'était une engeance prêt à vendre n'importe quoi, éventuellement des humanitaires ou des aspirateurs. La question se pose, comme pour les journalistes, c'est une profession exposée, laquelle a des comptes à rendre, et effectivement des questions qui se posent quant à son exercice. Néanmoins, ce sont des professionnels, de plus en plus de professionnels, qui se confrontent à d'autres professionnels, et Dieu sait si la communication étatique de pays en guerre s'est professionnalisée. On en a des exemples foudroyants sous les yeux ces derniers mois et ces dernières années. Donc, ne vaut-il pas mieux pouvoir leur opposer des professionnels qui, eux aussi, elles aussi, savent de quoi il est question. Et puis, il y a les professionnels de la communication en face, et puis les professionnels du journalisme aussi, qui sont d'autres acteurs auxquels les communicants d'intérêt général ont affaire. Puis, ils travaillent dans l'intérêt général, alors, en l'occurrence, dans un champ qui est tout sauf le monde des bisounours. Ici, on a le petit chaperon rouge qui pourrait trop bien se faire dévorer par un grand méchant loup qui, lui, a compris que la communication était devenue un enjeu fondamental, qu'il valait mieux savoir à quoi on se confrontait, et puis comment procéder. Je termine sur deux notions qui ont été évoquées ce matin. On a parlé des émotions, en les problématisant, en disant au fond, dans une couverture de crise humanitaire, est-il légitime de parler d'émotions? Anne-Fred a répondu en disant au fond, peut-être que l'émotion et les couvertures individuelles et les couvertures à hauteur d'homme, c'est peut-être une manière indispensable de faire comprendre de quoi il est question quand on parle de tel contexte. Est-ce qu'on peut rapporter ou faire connaître une réalité sans émotion? Pourquoi devrait-on s'en passer? Pas en la jetant comme ça et en faisant n'importe quoi, mais jamais aucune couverture ne s'accomplit comme ça. La question se pose. Et puis, au-delà des réalités institutionnelles, stratégiques, est-ce que, comme tu le disais, Alfred, il n'y a pas une réalité humaine qui a besoin de narration, d'histoire et d'émotion? Je me permets de vous signaler
un film que j'ai évoqué avec, tout à l'heure avec certains intervenants, parce que la JM est mêlée à la promotion de ce film que je vous conseille, à mi-chemin entre la CIG et le journalisme, un film qui met en scène la recherche que Serge Michel, notre collègue genevois, a menée en 2001 en Afghanistan pour présenter une image de l'Afghanistan qui est tout à fait intéressante, c'est sorti récemment. Ça met en scène des émotions. Le réalisateur a choisi d'aborder les choses à travers sa vision des choses et ses émotions. Et ça donne une image de l'Afghanistan que vous, spécialistes de l'humanitaire, me direz si vous la trouvez intéressante ou pas. Et puis ce matin, Florence Hartmann a parlé aussi du choix des mots. Qui choisit les mots? Qui choisit les sujets? Il y a lutte autour de cette question-là. Hein. Les pouvoirs, y compris politiques qu'on a évoqués tout à l'heure, se battent avec les journalistes, avec les communicants pour dire de quoi il faut parler et comment il faut en parler. Donc ne pas négliger. Puis les mots, qui choisit les mots, qui les reprend. Hein, c'est le petit chaperon rouge et le loup qui va décider de mettre à l'agenda tel sujet dans telle verbalisation. Là aussi, on est en train de jouer sur des choses très importantes. Valérie en a parlé en parlant de valeur de l'information, newsworthiness. Et je vous invite, pour vous montrer ce que la JM fait avec ses étudiants, à jeter un coup d'œil à cette vidéo dans laquelle un de nos étudiants interroge Fabrice Friss sur le reproche qu'on a fait à l'AFP au début de la crise au Proche-Orient, de ne pas utiliser le terme terrorisme. Et dans laquelle Fabrice Friss explique que jamais l'AFP n'a utilisé le terme terroriste, que c'est une règle qu'ils appliquent depuis des années, et qu'en l'occurrence, ils se sont fait prendre dans une polémique qui, en leur reprochant de ne pas utiliser un terme, les classait d'un côté ou d'un autre. Donc, c'est comme ça, un étudiant de la JM qui a fait la vidéo, en plus, je vous la montre volontiers. Ça fait partie, c'est une plateforme de réflexion sur le champ médiatique que je vous soumets bien volontiers. Et puis, vous m'excuserez, cette petite page d'autopromotion, ça vous explique aussi pourquoi la JM a souhaité s'allier à l'Observatoire pour vous proposer cette journée. Je termine en vous disant ce que j'ai déjà dit ce matin. Donc, dans des questions comme celle-là, à mon sens, on ne peut pas faire sans complexité. La binarité, la condamnation sans réflexion est simplement contraire à la productivité. Et donc, j'espère que l'après-midi, comme ce matin, nous permettra d'aller au-delà d'idées conçues, de binarité et d'affirmations qui desservent l'ensemble des causes qui sont présentes dans la couverture des crises humanitaires.